Monsieur Veilleux-Lepage, la parole est à vous. Parfait. Donc, avant de commencer, juste un petit disclaimer. Ma position à Georgia State University est fondée et payée par le Office of Naval Research du ministère de la Défense américaine. Ma présentation ne reflète pas nécessairement les opinions de l'Université de Georgia State ou du gouvernement américain. Donc, les soldats d'Odin ont établi une présence canadienne en mars 2016, 5 mois après la fondation du groupe par Mikko Ranta en Finlande. Comme dans d'autres pays, le groupe a connu une croissance très rapide au Canada, établissant un certain nombre de chapitres dans tout le pays. Pourtant, comme c'est souvent le cas avec les groupes d'extrême droite, la présence des soldats d'Odin au Canada a été marquée par de nombreuses séparations, conflits internes, et division. Sur une période d'un peu plus d'un an, nous avons pu compter au moins 6 séparations du groupe. Tout au long de ces conflits, un des principaux points de désaccord et de divergence parmi les membres canadiens était l'importance d'appartenir au réseau transnational plus vaste des soldats d'Odin, en particulièrement la relation entre les chapitres canadiens et les dirigeants finlandais. Ceci a cumulé en avril 2017, lorsque les dirigeants des soldats d'Odin au Canada ont annoncé leur séparation avec la direction finlandaise du mouvement. Cette rupture à son tour a suivi par la séparation du chapitre québécois, qui est resté aligné avec le mouvement international des soldats d'Odin. Depuis lors, la présence des soldats d'Odin à l'extérieur du Québec a nettement diminué, le mouvement ayant perdu sa cohérence interne. Donc, l'analyse dont je vais présenter, une analyse qui a été créée avec mon collègue Émile Archambault de l'Université Durham, peut être divisée en deux parties. Premièrement, nous allons présenter un résumé d'une analyse des réseaux sociaux du mouvement canadien, démontrant la présence de liens solides entre les acteurs canadiens et les acteurs finlandais, suggérant un transfert de troupes idéologiques et rhétoriques entre les deux groupes. Deuxièmement, si on a le temps, nous allons brièvement analyser les multiples ruptures dans le mouvement des soldats d'Odin au Canada et démontrer comment ces divisions se rattachent à une relation conflictuelle avec les dirigeants finlandais, suggérant une disjonction entre l'accent mis sur les dynamiques spécifiquement canadiennes et une idéologie ethno-nationale européenne. Donc, un peu de background. Le premier chapitre des soldats d'Odin a été créé en octobre 2015 par Mikko Ranta en réponse à l'afflux des réfugiés qui s'installaient en Finlande ou qui transitaient par la Finlande pour atteindre la Suède. Dans la petite ville de Kemi, dans le nord de la Finlande, le groupe s'est rapidement répandu à travers la Finlande et la Scandinavie. En décembre 2016, les soldats d'Odin revendiquaient 20 chapitres nationaux dans le monde, notamment en Australie, aux États-Unis, au Canada et partout en Europe, de la France jusqu'à l'Estonie, si vous voulez. Le groupe s'est répandu rapidement au Canada dès mars 2016. Le premier chapitre a été établi à Gimli, au Manitoba. Le groupe, ensuite, s'est rapidement répandu partout dans le pays avec des chapitres établis au cours de l'été au Québec, en Colombie-Britannique, en Ontario, en Saskatchewan, en Alberta et même au Yukon. Contrairement à la Finlande, le groupe canadien semble avoir mis un accent sur les travaux communautaires, comme par exemple pelleter de la neige, organiser des collectes de nourriture pour des organismes de bienfaisance, nettoyer des parcs. Néanmoins, comme leurs homologues finlandais, le groupe des soldats d'Odin au Canada ont organisé des patrouilles de nuit, ce qui a suscité pas mal d'inquiétudes parmi les communautés locales et aussi les forces de l'ordre à travers le pays. Madame, vous interrompez pas les présentateurs, sinon vous sortez. Est-ce que vous voulez rester ou vous voulez sortir? Donc, afin de se propager rapidement, les soldats d'Odin au Canada ont établi une présence en ligne particulièrement forte grâce à un certain nombre de groupes, de pages de groupes sur Facebook. En effet, grâce à sa page Facebook principale qui, à son apogée, avait presque 10 000 membres ou fans, ainsi qu'un grand nombre de pages ou de groupes axés sur des chapitres régionaux, les soldats d'Odin ont été capables de communiquer entre eux et de se mobiliser. Donc, la question des liens entre les chapitres canadiens de soldats d'Odin et le mouvement finlandais a marqué les chapitres canadiens depuis leur création du mouvement.
puisque le mouvement finlandais a des liens très bien établis avec les mouvements néo-nazis et suprémacistes à travers la personne de Mika Ranta. Vous pouvez rire, mais il y a un tatou d'un swastika sur le chest. Donc, afin d'étudier et d'évaluer les interactions sociales entre les membres canadiens du soldat d'Odin et les membres du soldat d'Odin à l'étranger, on a fait une étude en utilisant ce qu'on appelle Social Network Analysis. Donc, les numéros uniques Facebook ID de chaque membre des 12 groupes de soldats d'Odin au Canada ont été saisis. Au total, on parle de 1022 membres qui ont été identifiés. Mais l'adhésion à un groupe Facebook soldats d'Odin n'était pas vue comme suffisant pour dire qu'un individu fait partie des soldats d'Odin. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a tamisé les photos de ces individus-là pour chercher des marques d'association claires. Donc, par exemple, porter un uniforme de soldats d'Odin. Et on a trouvé 265 individus au Canada, 737 membres au monde. Vous avez les données. On a fait un graphique de relation entre tous les membres canadiens des soldats d'Odin qui a été généré. Sur le graphique contenait 265 individus, 4136 liens. Il y avait une modularité du réseau qui prouvait l'existence d'une structure communautaire avec 5 grands noyaux. Chaque noyau sont séparés selon des lignes provinciales. Au centre du noyau se trouvent plusieurs membres ou anciens membres de l'exécutif des soldats d'Odin. Ceci implique que ces individus jouent un rôle non seulement en tant qu'informateurs clés, mais aussi en tant que courtiers d'information, formant des liens entre différents noyaux. Donc, par exemple, si vous êtes un membre des soldats d'Odin en Colombie-Britannique, dans votre liste de contacts, vous avez aussi des membres des soldats d'Odin qui font partie de l'exécutif national, mais aussi de l'exécutif québécois, par exemple. Il semble donc clair que les soldats d'Odin sont un groupe constitué autour d'une hiérarchie. L'exécutif fournit des liens vers les autres sections du groupe, tandis que le reste des membres ont une tendance à être basés localement et à communiquer principalement avec les membres de leur propre chapitre. Une conclusion clé rendue possible ici est la présence de différents styles opérationnels et rhétoriques assez marqués entre les différents chapitres canadiens. Donc on peut voir ça en faisant une comparaison assez rapide. La comparaison est beaucoup plus en détail dans l'article que nous avons créé. Mais regardons le groupe de Regina, le groupe du nord de l'Ontario puis le groupe québécois. Donc dans le groupe de Regina puis de l'Ontario, du nord de l'Ontario, je devrais dire, on peut voir une présence, une combinaison d'affiches anti-crime, de commentaires qui pourraient être vus comme xénophobiques et d'activités communautaires. Dans le cas de Regina, il y a un accent particulier qui était posé sur le déneigement. Des membres du soldat d'Odin allaient pelleter de la neige au nom des citoyens, ainsi que des images de patrouille. Dans le groupe du nord de l'Ontario, encore un message anti-immigrant qui est présent, mais encore un gros accent qui est mis sur l'action communautaire. Ici, dans le nord de l'Ontario, plusieurs collectes de bouteilles de bière vides pour amasser des fonds pour des œuvres de bienfaisance. Le groupe québécois est différent. Il est dépourvu de messages d'action communautaire lorsqu'on a fait l'étude, mais il est plutôt rempli souvent de rapports, de sources douteuses, de crimes commis par des immigrants, de rhétorique anti-islamique ou anti-immigrés et d'annonces de manifestations ou de marches à venir. La deuxième partie de notre recherche, c'est on a ajouté à notre graphique tous les liens finlandais qui pouvaient être générés. Donc, le deuxième graphique, 351 individus, 5392 liens. L'ajout des individus finlandais au réseau canadien ne descend pas la grosseur de l'intervalle moyen. Ceci nous montre que l'information, malgré la présence d'individus transnationaux supplémentaires, n'a pas, et la présence de barrières linguistiques qu'on prévoit, le contenu d'information entre les chapitres canadiens et les chapitres finlandais peuvent se répandre presque aussi vite dans les deux réseaux. Il est important de souligner dans le deuxième réseau l'importance de Mika Ranta en tant qu'individu influençable positionné au centre du graphique à proximité des membres de l'exécutif des soldats d'Odin du Canada. Bien qu'on n'ait aucune preuve en raison des paramètres de confidentialité de notre recherche que Ranta
interagit directement avec des membres canadiens. Sa position dans le network qu'on voit nous montre que l'information que Ranta publie est diffusée rapidement dans les réseaux canadiens. Donc, il nous laisse croire qu'il y a au moins une tolérance, sinon une acceptation pour les idées de Mika Ranta. Troisième réseau, on a ajouté les réseaux finlandais. Encore, l'intervalle moyen demeure assez stable, ce qui démontre une facilité d'accès au contenu suédois pour les membres canadiens. Une conclusion qui est assez importante pour nous, puisque les membres des soldats d'Odin suédois ont participé dans des combats de rue assez violents. Deuxièmement, les dirigeants suédois jouent un rôle similaire aux dirigeants canadiens. Ils agissent comme ponts transnationaux entre les membres canadiens et les membres européens. Donc, la majorité des membres canadiens ont dans leur liste d'amis les dirigeants suédois. La proximité du noyau suédois et le noyau finlandais qu'on peut voir démontre un niveau d'interconnexion très élevé entre les deux groupes. Ça, c'était attendu. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu l'effondrement de plusieurs noyaux. Donc, le noyau albertain et Colombie-Britannique se sont effondrés dans un noyau, tandis que lui, de l'Ontario et Saskatchewan ont fait la même chose. Mais le Québec a resté clairement distinct, qui appuie notre finding, si on veut, de l'unicité du chapitre québécois au sein du réseau canadien. Un noyau qui est plus militant, qui est plus ouvert à la rhétorique d'extrême droite. Ce qui est important à spécifier, que j'aurais dû spécifier plus tôt, c'est que la collecte de données a été faite entre le mois de janvier et le mois de mars 2017. Donc, cette information-là vient avant le break durant l'été de 2017, dont je vais parler dans quelques moments. Donc, en réseau, les soldats d'Odin semblent être un groupe hautement intégré à tous les niveaux, tant au Canada qu'à l'échelle transnationale. Le chapitre québécois est plus militant, est plus ouvert à la rhétorique d'extrême droite et est séparé au plan organisationnel, qu'on a vu avec la séparation éventuelle. Les individus clés reflètent le leadership, donc Mika Ranta, Mikael Johansson, Katie Latulippe, etc. All right. L'environnement de l'extrême droite au Québec est extrêmement fragmenté et diversifié. So, Tanner Capana, qui ont étudié le mouvement skinhead au Québec, ont noté une grande volatilité et diversité idéologique au sein des groupes au Québec. Et à bien des égards, les soldats d'Odin ne font pas exception. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est une tension entre une orientation nationaliste strictement canadienne et une orientation européenne, à un tel point qu'un désaccord majeur tout au long de l'existence des soldats d'Odin au Canada ont lié à plusieurs schismes. Les soldats d'Odin ont lutté pour trouver un équilibre entre une xénophobie ouverte et une xénophobie cachée, soulignant ou minimisant leur association avec la Finlande en réponse aux pressions de leurs membres, du public et des autorités. Et bien que plusieurs groupes dissidents, dont on a une liste ici, affichent souvent des sentiments islamophobiques ou anti-immigration similaires à ceux des soldats d'Odin, leur création semble en partie être motivée par une reconnaissance que la présence des liens avec la direction finlandaise peut contribuer à la fois à la radicalisation du mouvement et à une perte de support de la population au large. La séparation la plus importante qui a eu lieu en fin avril 2017, quand les soldats d'Odin, suite à un changement de leadership, a annoncé sa séparation du mouvement international des soldats d'Odin. À son tour, le chapitre québécois s'est séparé du mouvement des soldats d'Odin canadiens afin de rester affilié à la direction finlandaise. Donc, depuis lors, les chapitres des soldats d'Odin au Canada ont continué à exister sous une forme beaucoup plus discrète, moins visible, conservant le nom et le logo, mais rejetant leur affiliation finlandaise. Donc, en plus de la difficulté de forger une idéologie de groupe cohérente, le mouvement, malgré son élan initial, semble avoir lutté pour conserver ses membres et pour obtenir pour contenir les défections vers d'autres groupes d'extrême droite. Donc, une analyse complémentaire qu'on a faite en septembre 2017, on est retourné avec les 265 qu'on avait identifiés pour voir où est-ce qu'ils sont 6 mois plus tard.
Et qu'est-ce qu'on a vu? C'est le faible taux de rétention des membres des soldats d'Odin n'est pas surprenant. Les membres de groupes d'extrême droite ont tendance à essayer plusieurs manteaux, passant de groupe en groupe au cours de leur vie pour différentes raisons. Cependant, qu'est-ce qu'on trouve assez intéressant, c'est qu'il y a une défection vers la meute qui est assez révélatrice. Donc, si on regarde les groupes où est-ce que la majorité du monde qui sont partis des soldats d'Odin, où est-ce qu'ils sont allés, ils sont soit allés dans des groupes splinter ou ils sont allés vers la meute. Et qu'est-ce qu'on pense? Donc, on n'a pas été capable de faire d'entrevue avec ces personnes-là, mais on va dire, notre hypothèse, c'est que qu'est-ce qui a attiré des individus qui étaient dans les soldats d'Odin à la meute, c'est le fait que la meute est un groupe québécois, est un groupe qui a une identité québécoise. Donc, pour les membres des soldats d'Odin qui avaient un problème avec l'identité ou avec le lien finlandais, la meute, comme un groupe identitaire québécois, devenait beaucoup plus attrayant. Donc, ceci est le compte-rendu d'un projet de recherche qui a duré environ 2 ans. On a 3 articles qui sont sur le bord d'être publiés. Vous êtes bienvenus à discuter des articles ou à parler à moi et à mon collègue après. Merci de votre temps. Merci. Merci, M. Veilleux-Lepage, pour cette présentation très succincte. C'est rare dans le milieu académique qu'on respecte le cadre de temps. Donc, on va avoir 10 minutes, encore une fois, pour des questions. Donc, comme tout à l'heure, vous pouvez vous présenter au micro pour poser des questions. On vous demande de garder les questions courtes. Bonjour, Maryse Potvin. J'aimerais savoir, ils sont situés dans des petites municipalités, les gens les plus actifs parmi les soldats d'Odin. Est-ce qu'on sait s'ils travaillent plus terrain communautaire dans les petits villages, par exemple, ou certaines petites communautés? Ou c'est quoi un peu la cartographie qu'on peut faire des interventions communautaires, en fait, des soldats d'Odin? Merci. Donc, le cadre de nos périmètres de recherche primaire, on a minimalisé ce qu'on appelle le qualitative research des intervenants. Donc, on n'a pas fait un profil des intervenants. Donc, je ne pourrais pas vous le dire de façon définitive. J'ai une idée avec ce que j'ai vu, mais en fait, d'études poussées, je ne voudrais pas me poser sur ça sans avoir les numéros devant moi. Ça ne faisait pas partie de nos paramètres de recherche au début, mais définitivement une étude dans le futur à faire. Ouais. Merci. Madame. Katie. Bonjour. Bonjour. Cathy Latulippe, présidente provinciale pour les Soldiers of Odin et porte-parole officielle pour le Canada. Je vais juste répondre à la question de la dame, si vous le permettez. Ça va être compliqué pour le monsieur de réussir à avoir les réponses à vos questionnements parce que le monsieur est carrément à côté de la traque. Il n'y a aucune espèce d'idée de ce qu'il parle. Mon cher monsieur, moi, j'ai une seule question. Oui. Parce que j'ai trouvé très intéressant ce que vous nous avez dit, franchement, là. Je ne sais pas qui vous paye, vous l'avez dit tantôt. Mon Dieu, que vous êtes payé pour rien. Ma question suit, parce que dans tout ce que vous avez rapporté ici aujourd'hui, il n'y a rien, mais rien qui se tient debout. Absolument rien. Est-ce que vous prévoyez refaire une intervention comme ça, mais avec les vraies réponses, avec quelque chose qui est plausible, parce que dans tout ça, il n'y a rien qui se tient. Absolument rien qui se tient. Premièrement, je voudrais vous informer que Mika Mattia Rantas, ça fait un Christi de bout qu'il n'est même plus là. Fait qu'il faudrait peut-être se mettre à jour, OK? Il faudrait peut-être réussir à ramener sur terre, parce que ce que vous venez de parler des SO là, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a suivi quelque chose, mais je m'excuse, il n'y a rien de vrai là-dedans. Donc, vous prévoyez refaire un colloque comme ça et nous informer correctement de qui sont les Soldiers of Odin, s'il vous plaît? Donc, ma présentation, comme j'ai dit, la collecte de données a été faite durant une période de 2 mois. Donc, ça a été fait pendant une collecte de données qui a duré 2 mois. Elle reflète la période de la collecte, qui était au début des années 2017. Vous me dites qu'il n'y a rien de vrai dans qu'est-ce que j'ai dit. Regarde, on a les bandes de données, on a l'information, on peut vous montrer nos groupes de Edge, nos groupes de Notes. On a l'évolution du mouvement. Si on a fait des fautes dans le narratif de l'évolution du mouvement, vous êtes bienvenus à nous corriger. Puis si on est capable, si on a mal interprété
vos commentaires. Vous êtes bienvenus à nous aider, à nous mettre un petit peu plus de lumière là-dessus, mais je vois pas comment j'ai fait aucun commentaire qui pourrait... Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai présenté une recherche qui est qualitative. On a fait une analyse poussée des liens entre les individus et leurs liens. On les a analysés, c'est ça qu'on a présenté. C'est dur d'aller un petit peu plus loin là-dessus. Donc, si vous voulez peut-être clarifier qu'est-ce qui est pas vrai dans ma recherche, je suis ouvert. Premièrement, déjà là, tout ce que vous avez énuméré, ou presque, il n'y a rien qui tient debout. Quand vous parlez des chicanes qu'il y a eu, de toutes ces choses-là, écoutez, déjà là, il vous manque beaucoup d'informations. Toutes les séparations qui ont eu lieu, j'y étais. Puis tout ce que vous dites là, écoutez, il n'y a rien qui tient debout. Là. Je saurais quoi dire de plus. La seule chose que je vous demande, c'est que la prochaine fois que vous allez vous présenter devant une foule comme ça, essayez au moins d'avoir les vraies réponses. Le monsieur qui est parti, donc on parle de Dave Tragg qui est parti... Non, on parle de Mika Ranta. Mika, qui était le fondateur. Déjà là, on dit de Mika qu'il est néo-nazi. Écoutez, comme beaucoup de personnes, ce monsieur-là s'intéresse à tout ce qui est culture, tout ce qui est... Oh mon Dieu, ça fait au-dessus d'un an et demi que Mika, il n'est même plus là en tête. Mika s'est retiré justement parce que les gens ont focusé sur le fait qu'il y a des croix gammées chez lui, puis qu'il y a des... Écoutez, on est des néo-nazis, c'est évident, là. Donc, Mika Mattia Rantas n'est même plus là. Oui, et durant notre étude, là... Durant votre étude, il n'était même plus là. Il était là au mois de janvier. De janvier il n'était pas là au mois de janvier. Mars 2017, oui, il était encore membre des Soldats d'Odin. Je peux vous donner la date exactement de départ. Émile, c'est ça la date? Quand est-ce que Mika est parti? C'est OK. Vous devriez continuer à fouiller ses réseaux sociaux. Vous allez trouver des bonnes informations. Durant l'été 2017, on sait parce qu'après qu'il est parti, on a fait une collection des liens avec Mika Ranta pour voir c'est quoi les changements qui vont avoir lieu entre notre 265 et Mika Ranta. Donc, ça a eu lieu après que notre étude a eu lieu. Donc, si le seul problème que vous avez, c'est qu'on a parlé de Mika Ranta, puis il n'est plus là, d'accord, Mika Ranta n'est plus là, mais en 2017, lorsque l'étude a été faite, c'était un noyau important dans le network. Il est fondateur, effectivement. Merci, je sais. Merci, on va passer à la prochaine question, s'il vous plaît. Oui, madame. Bonjour Evelyne, je suis de la Meute, mais pouvez-vous vous approcher du micro, s'il vous plaît? Je vois dans vos interventions à vous, par M. Geoffroy, que vos observations sont fondées sur des données qui sont publiques sur les sites, sur les différentes pages des deux groupes. Est-ce que vous avez quelqu'un à l'interne qui peut vous amener des informations plus poussées? Parce que tantôt, vous faisiez référence aux commentaires qui sont bloqués sur la Meute publique. C'est pour éviter toutes sortes de dérapages, puis des étiquetages qu'on ne veut pas avoir avec, disons, des groupes d'extrême droite. OK? Est-ce que vous avez quelqu'un à l'interne qui peut venir appuyer tout ce que vous avez dit? Donc, premièrement, les commentaires sur la Meute, les pages publiques, ça n'était pas mon commentaire. Non, c'est ça. Donc, mais il y a quand même une corrélation entre vos deux. Je ne veux pas répondre pour le premier intervenant. Au sujet de qu'est-ce que nous, on a fait, c'est on a regardé les liens entre les individus. Donc, on n'a pas fait une étude du contenu des pages de ces groupes-là et on n'a pas interagi avec les membres des Soldats d'Odin. La raison pour, c'est une question d'éthique. On a des paramètres qui sont donnés par nos universités, par nos conseils de recherche, qui nous disent qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Pour notre recherche, qu'est-ce qu'on a demandé? C'est seulement de faire un social network analysis, et c'est ça qu'on vous a présenté. Est-ce que c'est un portrait complet des Soldats d'Odin? Non. Pour faire un portrait complet, c'est ce qu'on appelle un ethnographic studies, où est-ce que quelqu'un va normalement fonctionner avec le groupe, va rester avec eux pour 2-3 ans. C'est normalement un travail qui va être fait sur le doctorat, qui va être entièrement sur un groupe comme ça. Il y a une étude qui a été faite, par exemple, avec Minuteman, qui vient de sortir un livre, Waiting for Jose, où est-ce qu'une étude de même a été faite. Et c'est une étude qui peut être très, très intéressante. Je recommanderais à la Meute et aux Soldats d'Odin, s'il y a un chercheur au doctorat qui vous approche, qui veut faire une étude ethnographique, qui veut se embedded avec votre groupe pour 2-3 ans, considérez-le de façon assez importante parce que ça peut éclaircir votre mouvement, vos membres, vos idéologies. On n'est pas là pour essayer
regarde, on n'a pas d'agenda politique. On n'est pas là pour essayer de détruire vos groupes. On n'est pas là pour essayer d'ajouter une opinion politique à quelqu'un. Nous, la question qu'Émile et moi s'est posée, c'est, OK, il y a un grand discours sur est-ce que les soldats d'Odin canadiens ont des liens avec la Finlande et à quel niveau est-ce que ces liens-là existent-ils? Donc, on s'est dit, quelle est une méthode de recherche qui peut répondre à cette petite question-là? Et c'est un social network analysis. Donc, c'est ça qu'on a fait. Est-ce que c'est un portrait complet? Est-ce que ça regarde à chacune des interventions des soldats d'Odin? Est-ce que ça regarde à chaque membre? Non, absolument pas. Mais si jamais, il y a les dirigeants de la meute, si jamais il y a un chercheur au doctorat qui vient et qui dit on aimerait faire une recherche ethnographique de votre groupe, je vous recommande de dire oui. Il y a plusieurs groupes. Oui, non, absolument. Donc. Merci. Absolument. C'est des observations qui sont externes. Puis quand vous parlez des médias ou des rapports, des sources douteuses auxquelles font référence le groupe Soldats d'Odin, c'est d'ailleurs un point que M. Geoffroy a aussi abordé, les sources douteuses médiatiques. Qu'est-ce qui serait pour vous considéré comme une source médiatique d'aplomb? OK. Donc, par exemple, un des tropes qui ressort souvent avec les soldats d'Odin, mais aussi avec d'autres groupes, c'est l'idée qu'il y a des no-go zones en Europe. Qu'il y a des no-go zones en Angleterre, par exemple. Donc, j'ai fait mon doctorat en Angleterre, en Écosse. Je me suis dit, ça n'existe pas, les no-go zones. Il n'y a aucun endroit en Angleterre qui sont désignés par les services de police où on ne fait pas d'intervention policière à cause d'un très gros nombre de crimes ou d'autres raisons même. Mais ça, c'est absolument vrai. La Suède? Donc, je vous dirais, ça serait un exemple de source douteuse. OK. Merci. On a le temps pour une dernière question, dernier intervenant. Bonjour. Bonjour. Vous avez abordé, si je ne me trompe pas, la violence des soldats d'Odin en Suède. Pouvez-vous vous approcher du micro? Oui. Vous avez abordé la violence des soldats d'Odin en Suède. En Suède, la police déclare au-dessus d'une 50aine de no-go zones. Ça n'existe pas? Oui. Croyez-vous que la présence des soldats d'Odin ait pu être motivée par la violence qui existe, par l'immigration massive qu'a connue ce pays-là? Regarde, donc votre question, est-ce que la... Non, je veux juste bien comprendre votre question, pas mal interpréter. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites, est-ce que la violence des soldats d'Odin en Suède est à cause d'un grand nombre d'immigrations en Suède? Dans les no-go zones. Regarde, on va se parler après. Amenez-moi des sources. Non, mais amenez-moi des sources d'un no-go zone en Suède qui existe, qui vient pas d'une source douteuse. Puis je vais regarder ça de façon objective. La Suède n'est pas l'endroit où est-ce que ma recherche se concentre. Donc, mon commentaire sur no-go zone, c'est en Grande-Bretagne, et je veux réitérer ça. Il n'y a pas de no-go zone en Grande-Bretagne. Si vous avez de l'information sur la Suède, amenez-nous ça. Émile parle suédois. Il va être très content de regarder ça sur une source en suédois ou en français ou en anglais. On va regarder ça. Amenez ça. Oui, mais si vous parlez d'une source sur les no-go zones, on va se tenir à une source qui vient un petit peu, je dirais, qui a un petit peu plus de crédibilité qu'un rapport des Soldiers d'Odin. Merci, madame, merci. C'est terminé. Donc, je vous remercie tout le monde. C'est la fin de cette première séance. Donc, on va s'arrêter 1 heure pour dîner. On reprend à 12h30 pour une deuxième séance. Merci.